savez ce qui est drôle? Pas drôle comme une blague, drôle comme une gifle en plein visage. La société vous dira d'être vous-même, de penser différemment, de sortir du lot. Mais au moment où vous le faites vraiment, au moment où vous arrêtez de jouer à leur jeu, où vous arrêtez de faire semblant, où vous arrêtez d'approuver leurs mensonges confortables, ils vous détruiront pour cela. Et je ne parle pas d'une destruction dramatique digne d'un méchant de cinéma. Je parle de ce genre de destruction lente, calculée et systématique. Le genre qui commence par des chuchotements. Le genre qui finit par vous faire vous demander si, peut être, juste peut être, c'est vous le problème. Mais voici la vérité. Ce n'est pas vous. Et 2 hommes morts, il y a des milliers d'années, l'ont prouvé en payant le prix ultime. Tranchons dans le vif et parlons de la raison pour laquelle la société cible spécifiquement le solitaire hautement intelligent. Raison numéro 1, ils voient à travers les mensonges et peuvent le prouver. Le solitaire hautement intelligent ne se contente pas de sentir que quelque chose cloche. Il peut articuler exactement ce qui ne va pas. Il peut décomposer la logique, repérer les contradictions, voir à travers la propagande. La plupart des gens sont trop occupés à jouer leur rôle dans le cirque social pour penser réellement en profondeur. Mais le solitaire, lui, a du temps, de l'espace mental, aucune distraction provenant d'un réseautage sans fin et de jeux de statut. Il s'assoit seul et pense vraiment, et il voit la matrice dans laquelle tout le monde est piégé. C'est terrifiant pour un système bâti sur des mensonges confortables que tout le monde accepte de ne pas remettre en question. Raison numéro 2, ils n'ont pas besoin de validation sociale. Voici le principal mécanisme de contrôle de la société. Le besoin humain désespéré d'appartenance et d'approbation. Fais ceci, ou tu seras rejeté. Crois cela, ou tu seras seul. Joue le jeu, ou tu seras banni. Cela fonctionne sur presque tout le monde. Presque. Mais le solitaire hautement intelligent, il a déjà choisi d'être seul. Il n'évite pas le rejet. Il préfère réellement la solitude. Il se contente de sa propre compagnie. Ainsi, la plus grande arme de la société, la menace de l'isolement, est complètement inutile. Essayez de menacer quelqu'un avec la chose qu'il a déjà choisie. Voyez ce que cela donne. Ils ne peuvent pas être contrôlés par la pression sociale, car ils ne recherchent pas l'acceptation sociale en premier lieu. Cela dépouille la société de tout son pouvoir. Et les gens détestent perdre le pouvoir. Raison numéro 3. Ils prouvent que vous n'avez pas besoin de la foule. La foule opère sur un mensonge fondamental. Vous avez besoin de nous pour survivre. Vous avez besoin de nous pour être heureux. Vous ne pouvez pas y arriver seul. Puis quelqu'un arrive, quelqu'un qui va parfaitement bien, peut être même qui s'épanouit dans la solitude, quelqu'un qui n'a pas besoin des sorties du vendredi soir, de la politique de bureau, de la validation constante, pas besoin des discussions de groupe, des événements de réseautage, des amitiés mises en scène, quelqu'un qui lit, pense, crée, existe, complètement indépendant de l'approbation de la foule. Leur existence est la preuve vivante que tout ce que la foule vend est faux. Vous pouvez survivre seul. Vous pouvez être satisfait, sans stimulation sociale constante. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour avoir du sens. Et quand toute votre structure sociale est bâtie sur l'idée que vous avez besoin de nous, quelqu'un prouvant que ce n'est pas le cas est une menace existentielle. Raison numéro 4. L'intelligence sans obéissance est incontrôlable. La société aime les gens intelligents tant qu'ils jouent le jeu. La personne intelligente qui réseaute, grimpe les échelons, fait le spectacle dans les soirées, rit aux blagues du patron, compromet sa pensée pour l'avancement de sa carrière. C'est une intelligence utile, une intelligence contrôlable, mais les personnes hautement intelligentes, qui refusent de jouer la comédie, qui refusent de faire de la politique, qui refusent d'échanger leur authenticité contre un statut, menace maximale, car elles ne peuvent pas être achetées avec des promotions, ne peuvent pas être manipulées par des récompenses sociales, ne peuvent pas être menacées d'isolement, ne peuvent pas être contrôlées par la honte. Elles sont assez intelligentes pour voir à travers chaque manipulation et assez indépendantes pour ne pas se soucier des conséquences. Cette combinaison empêche les gens au pouvoir de dormir la nuit. Raison numéro 5. Ils sont une accusation vivante. Chaque personne qui a échangé son authenticité contre l'acceptation regarde le solitaire hautement intelligent et ressent quelque chose de profondément inconfortable. Pas de l'admiration, mais de la culpabilité, car au fond, ils savent qu'ils jouent un rôle, ils savent qu'ils font semblant, ils savent qu'ils se sont compromis morceau par morceau pour le confort et l'appartenance. Et il y a cette personne qui ne l'a pas fait, cette personne qui a choisi la vérité plutôt que l'appartenance,
La solitude plutôt que de se vendre. L'authenticité plutôt que l'approbation. Le solitaire hautement intelligent n'a pas dit un mot, mais son existence hurle. Vous aviez le choix. Vous avez choisi le confort. J'ai choisi différemment. Et les gens détestent absolument qu'on leur rappelle les compromis qu'ils ne peuvent pas défaire. Raison numéro 6, ils exposent la performance sans essayer. Quand tout le monde porte des masques et joue des personnages, une personne authentique rend tout le spectacle évident. Le solitaire hautement intelligent n'essaie d'exposer personne. Il existe juste en tant que lui-même. Mais dans une pièce pleine d'acteurs, la seule personne qui ne joue pas la comédie ressort comme sous un projecteur. Soudain, tout le monde prend conscience qu'il est en train de jouer. L'illusion se brise. Les masques semblent plus lourds. Cette prise de conscience est insupportable. Elle rend la performance plus difficile à maintenir. Alors que fait la foule? Elle attaque la personne authentique. Elle l'étiquette comme bizarre, arrogante, inadaptée. Quelque chose ne va pas chez elle, pas parce que c'est vrai, mais parce que son authenticité menace l'illusion confortable que tous les autres maintiennent. C'est pourquoi la société détruit le solitaire hautement intelligent. Pas pour une raison, mais pour 6 raisons. 6 menaces, différentes pour un système qui fonctionne sur la conformité, la performance et les mensonges que tout le monde accepte de croire. Copenhague, Danemark, dans les années 10 à 800. Il y a ce type, un vrai solitaire, un penseur profond, quelqu'un qui ne pouvait pas juste se taire et jouer le jeu. Søren Kierkegaard. Cet homme était la définition même du solitaire hautement intelligent. Il a rompu ses fiançailles pour éviter le piège de la vie conventionnelle. Il passait ses journées seul à écrire dans des cafés, pensant des pensées que la plupart des gens étaient trop occupés pour avoir. Il était isolé physiquement et intellectuellement. Et tout comme chaque solitaire intelligent avant lui, la société a essayé de le briser pour cela. Mais ils n'ont pas utilisé la violence, ils ont utilisé quelque chose de plus insidieux, la moquerie. Voyez-vous, Kierkegaard a eu l'audace de dénoncer l'Église danoise, qui à l'époque ne concernait pas la foi. Elle concernait le statut, le fait de se montrer le dimanche dans de beaux vêtements, d'hocher la tête, et de se sentir moralement supérieur le mercredi. Tout le monde jouait le jeu. Tout le monde prétendait que sa performance était une foi authentique. Kierkegaard appelait cela la chrétienté, son mot pour désigner le christianisme culturel, qui n'avait rien à voir avec la foi réelle. Il écrivait sur la façon dont le Danemark prétendait être une nation chrétienne. Mais personne ne vivait réellement comme un chrétien. Il jouait juste le rôle. Il parlait de la différence entre savoir ce que dit le christianisme et exister réellement en tant que chrétien, entre faire partie de la foule chrétienne et être un individu qui croit vraiment. Il disait que la foule, la masse de gens jouant à la religion ensemble, était un non-sens, que la vraie foi exigeait que vous vous teniez seul en tant qu'individu, et non que vous vous cachiez dans le collectif confortable en faisant semblant. Le message était clair comme de l'eau de roche. Votre religion confortable est un mensonge que vous vous racontez. Vous n'êtes pas religieux, vous êtes des acteurs jouant à la religion. Et l'Église, les journaux, la société respectable, ils se sont lancés à sa poursuite comme des requins sentant le sang. Ils ont publié des caricatures se moquant de son apparence. Ils ont écrit des articles le traitant de fou, d'arrogant, d'asocial. Ils riaient de lui dans les rues. Ils ont fait de lui une blague, un conte moralisateur. Cet homme qui serait plus tard reconnu comme le père de l'existentialisme, dont les idées influenceraient tout le monde, de Nietzsche à Sartre, en passant par Camus, a été traité comme un idiot mentalement instable. Pourquoi? Parce qu'il combinait les 6 menaces en une seule personne. Il voyait à travers leurs performances religieuses. Il n'avait pas besoin de leur approbation sociale. Il a prouvé qu'on pouvait exister en dehors du contrôle de l'Église. Il ne pouvait être ni acheté, ni réduit au silence. Son authenticité leur rappelait leur hypocrisie. Son existence exposait leurs mensonges confortables. Kierkegaard parlait constamment de la foule dans son œuvre. Dans la foule, vous n'avez pas à penser, vous n'avez pas à choisir, vous n'avez pas à être vous-même. Vous vous fondez simplement dans la masse, vous jouez, vous faites semblant. Et quand quelqu'un sort de la foule, quand il se tient seul et refuse de jouer, la foule le remarque, et la foule ne pardonne pas. Ils ont rejeté la réputation de Kierkegaard, en ont fait un paria, se sont assurés qu'il meurt seul, moqué, incompris. Il a payé le prix pour être un solitaire hautement intelligent, qui refusait de faire semblant. Mais voilà le truc, son histoire ne s'arrête pas là, parce qu'après sa mort, après que la foule soit passée à sa cible suivante, ses idées ont survécu, se sont répandues, ont changé la philosophie à jamais. La foule a oublié pourquoi elle le détestait.
Mais l'histoire s'est souvenue pourquoi il comptait. Mais attendez, ça devient encore plus sombre. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, donc si vous êtes un solitaire hautement intelligent qui refuse de se conformer, la société vous détruit. Compris, mais c'est là que ça devient vraiment tordu. Et si vous n'étiez même pas un solitaire? Et si vous étiez social? Et si vous aviez des amis, des étudiants, des adeptes, des gens qui vous aiment vraiment et veulent être autour de vous? Ils viendront quand même après vous. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui devrait vous faire réfléchir. Athènes, 399 avant Jésus-Christ. Il y a ce type qui marche sur la place du marché, pieds nus, fauché, et qui pose des questions qui rendent les gens profondément mal à l'aise. Son nom, Socrate. Maintenant, voici la chose critique que vous devez comprendre. Socrate n'était pas un solitaire. Loin de là, il était constamment entouré de gens, d'étudiants, d'adeptes, d'esprits curieux. Il aimait la conversation plus que tout. Il s'épanouissait dans les foules. Il était au rassemblement public, sur la place du marché chaque jour. Il était social, populaire, bien connu dans toute Athènes. Il avait des amis, il avait une famille, une femme, des enfants. Il avait servi dans l'armée avec honneur. Il était un citoyen en règle. Selon tous les critères, il était intégré dans la société. Mais voici ce qui le rendait dangereux. Il était hautement intelligent et refusait de jouer le jeu de la société. Et Athènes, le berceau supposé de la démocratie, de la sagesse et de la pensée éclairée, l'a condamné à mort pour cela. Maintenant, nous devons faire une pause ici et comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce n'était pas juste une persécution politique. Le gouvernement athénien a donné des options à Socrate. Il aurait pu quitter Athènes, il aurait pu arrêter d'enseigner, il aurait pu faire des compromis. Mais Socrate croyait si profondément en sa quête de vérité qu'il a choisi d'accepter la condamnation à mort plutôt que d'abandonner ses principes. Il a bu la ciguë, un poison utilisé pour les exécutions à l'époque, parce qu'il sentait que vivre sans la liberté de penser et de questionner n'était pas vraiment vivre du tout. Laissez cela pénétrer un instant. La ville qui se targuait de philosophie et de libre pensée a littéralement condamné un homme à mort parce qu'il posait trop de questions. Pas des questions violentes, pas des questions de trahison, juste des questions. Qu'est-ce que la justice? Il demandait aux politiciens qui prétendaient la faire respecter. Qu'est-ce que la vertu? Il demandait aux chefs religieux qui prétendaient l'enseigner. Comment savez-vous ce que vous prétendez savoir? Il demandait à tous ceux qui revendiquaient la certitude. Des questions simples, des questions honnêtes. Et les gens le détestaient pour cela. Pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. Et avoir raison les faisait passer pour des idiots. Voyez-vous, Socrate avait cette méthode. Nous l'appelons la méthode socratique. Un nom très créatif, n'est-ce pas? Il posait des questions simples, juste de petites questions innocentes. Puis il enchaînait, et enchaînait encore, et continuait jusqu'à ce que la personne à qui il parlait réalise que sa vision du monde entier était bâtie sur du sable. Il n'essayait d'humilier personne. Il voulait sincèrement comprendre. Il voulait la vérité. Il disait des choses comme « Je sais que je ne sais rien », pas par fausse modestie, mais comme une véritable reconnaissance que la certitude est une illusion, que la sagesse commence par admettre l'ignorance. Mais voici ce qui arrive quand vous poursuivez la vérité dans un monde bâti sur des mensonges confortables. Le monde décide que vous êtes une menace, même si vous n'êtes pas un solitaire, même si vous êtes social et apprécié, même si vous avez des adeptes et des amis, votre intelligence devient une arme qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le gouvernement athénien l'a accusé de corrompre la jeunesse et d'impiété. Des mots anciens et chics pour dire « Ce type nous fait passer pour des idiots, et nous n'aimons pas ça ». La jeunesse n'était pas corrompue. Elle pensait, elle questionnait, elle refusait d'accepter des mensonges confortables. C'est ce qu'Athènes appelait la corruption. Enseigner aux gens à penser par eux-mêmes ce que cela signifie réellement. Alors voici ce que Kierkegaard et Socrate, deux personnes complètement différentes vivant à 2000 ans d'intervalle, prouvent réellement. Kierkegaard montre que si vous êtes un solitaire hautement intelligent, la société vous rejettera. Isolement physique plus indépendance intellectuelle, plus refus de jouer la comédie égale menace maximale. Ils se moqueront de vous, vous étiquetteront, vous feront douter de vous-même, s'assureront que vous mourriez seul et incompris. Socrate montre que même si vous n'êtes pas un solitaire, ils viendront quand même après vous. Vous pouvez avoir des amis, des adeptes, être social et aimé et intégré dans la communauté. Mais si vous êtes hautement intelligent et refusez de compromettre votre vérité, ils vous rejetteront quand même. Le fil conducteur, ce n'est pas juste d'être seul ou d'être social, c'est d'être hautement intelligent
et de refuser de se conformer. C'est le péché impardonnable. C'est ce que la société ne peut pas tolérer. Une intelligence qui n'obéit pas, une clarté qui ne détourne pas le regard, une vérité qui ne reste pas silencieuse. Que vous soyez seul comme Kierkegaard ou entouré comme Socrate n'a pas d'importance. Si vous êtes assez intelligent pour voir à travers les mensonges et assez courageux pour refuser la performance, vous êtes une menace. Et la société rejettera les menaces, les marginalisera, essaiera de les briser. Elle l'a toujours fait, elle le fera toujours. Laissez-moi vous dire ce qui se passe quand quelqu'un refuse de suivre le script. Ils commencent à remarquer des choses que les gens trop occupés à jouer la comédie n'ont pas le temps de remarquer. Ils remarquent combien la communication n'est que du bruit, de la performance, des jeux de statut déguisés en conversation. Ils remarquent comment les gens n'écoutent pas vraiment. Ils attendent leur tour pour parler. Ils remarquent comment des industries entières sont bâties sur la vente de solutions à des problèmes qu'elles ont créés. Ils remarquent à quel point tout le monde a l'air épuisé derrière ses sourires. Ils remarquent les contradictions que personne d'autre ne semble voir, les mensonges que tout le monde accepte de croire, les compromis que les gens font et justifient ensuite. Et ils remarquent autre chose. Ils ne peuvent pas ne plus le voir. Une fois que vous voyez la matrice, une fois que vous comprenez le jeu qui se joue, vous ne pouvez pas revenir en arrière et y jouer de manière convaincante. C'est ce que Socrate voulait dire quand il parlait de la caverne. Platon l'a écrit, mais c'était l'idée de Socrate. Imaginez des gens enchaînés dans une caverne depuis la naissance, regardant des ombres sur le mur. C'est tout ce qu'ils ont jamais connu. Les ombres sont la réalité pour eux. Puis, une personne se libère, voit le feu projetant les ombres, marche dehors à la lumière du soleil, voit la réalité actuelle, le monde réel, pas des marionnettes d'ombre. Que se passe-t-il quand cette personne retourne dans la caverne pour le dire aux autres? Est-ce qu'ils célèbrent, le remercient, comprennent enfin? Non. Ils traitent cette personne de folle, de dangereuse. Ses yeux sont abîmés par le soleil. Il est clairement handicapé maintenant. Pire qu'avant, ils pourraient même le tuer pour protéger leurs illusions confortables. Pourquoi? Parce qu'accepter la vérité de cette personne signifie admettre que toute leur réalité est un mensonge. Signifie quitter la caverne eux-mêmes, signifie faire face à la terreur de l'inconnu. Alors, ils attaquent le messager à la place. Cela vous semble familier? Ce n'est pas juste une métaphore. C'est exactement ce qui est arrivé à Socrate, ce qui est arrivé à Kierkegaard, ce qui arrive à chaque personne hautement intelligente, qui voit clairement et refuse de prétendre le contraire. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être un solitaire hautement intelligent. La solitude est réelle, vraiment réelle. Pas le genre que vous pouvez réparer avec un coup de téléphone ou une sortie nocturne. Le genre qui s'assoit dans votre poitrine à 3 heures du matin. Le genre qui vous fait vous demander si peu. Être tout le monde a compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Parce que voilà le truc. Avoir raison ne vous rend pas moins seul. Parfois, cela vous rend plus seul. Kierkegaard ressentait cela. Il écrivait à ce sujet constamment. Le poids d'être un individu unique se tenant seul contre la foule. L'expérience réelle d'être isolé, à la fois physiquement et intellectuellement. Il savait ce que cela coûtait, les relations qu'il n'aurait jamais, l'acceptation qu'il ne ressentirait jamais, l'appartenance qui serait toujours hors de portée. Et il l'a choisi quand même parce que l'alternative, faire semblant, était pire. Socrate le ressentait aussi, mais d'une manière différente. Même entouré d'étudiants, même célèbre dans toute Athènes, même constamment engagé dans la conversation, il était fondamentalement seul dans sa quête de vérité. Personne d'autre n'était prêt à aller aussi loin. Personne d'autre n'était prêt à tout risquer pour cela. Il a fait face à l'exécution plutôt que de faire un compromis. C'est un niveau d'isolement que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Il pouvait être dans une pièce pleine de gens et être tout de même complètement seul dans ce qui comptait le plus. Et le solitaire hautement intelligent moderne, celui qui fait défiler les réseaux sociaux en voyant le bonheur mis en scène de tout le monde, celui qui est assis en réunion, sachant que tout le monde joue un personnage, celui qui ne peut pas expliquer à sa famille pourquoi il a besoin de tant de temps seul. Ils le ressentent plus que tout, parce que le monde est devenu meilleur pour punir la non-conformité, plus sophistiqué. Nous n'exécutons plus les gens pour avoir posé des questions. Nous n'avons pas besoin de campagnes de moquerie publique. Nous utilisons la pression économique, l'exil social, l'étiquette de maladie mentale pour quiconque ne rentre pas dans le moule. Le message constant que quelque chose ne va pas chez vous, pas dans le système. Et la pire partie, la partie absolument brutale, vous commencez à le croire, après qu'assez de gens vous aient dit que vous êtes le problème.
Après qu'assez d'emplois vous aient ignoré pour ne pas correspondre à la culture, après qu'assez de relations aient pris fin parce que vous pensez trop, après assez de réunions de famille, où vous êtes le bizarre qui ne peut pas juste se détendre et s'amuser, et parfois votre cerveau commence à l'accepter. Peut être qu'ils ont raison, peut être que je suis cassé, peut être que je devrais juste essayer plus fort d'être normal. C'est ainsi que la société gagne, pas en prouvant que vous avez tort, mais en vous faisant douter de vous-même, au point que vous arrêtiez de faire confiance à votre propre perception. Une manipulation mentale à l'échelle culturelle. Laissez-moi décomposer exactement comment la société marginalise le solitaire hautement intelligent. C'est le manuel de jeu affiné sur des milliers d'années. Étape 1. L'isolement forcé. D'abord, il vous sépare des autres comme vous. Il s'assure que vous pensiez être le seul à ressentir cela. Personne d'autre ne semble avoir ce problème. Tout le monde est d'accord avec la façon dont sont les choses. Vous êtes le seul qui ne peut pas juste suivre le mouvement. Cela vous garde faible, seul, facile à gérer, sans solidarité ni soutien. Étape 2. La pathologisation. Ensuite, il médicalise votre différence. Troubles d'anxiété sociale, dépression, spectre de l'autisme, troubles de la personnalité. Maintenant écoutez, la santé mentale est réelle et importante. Le traitement aide des millions de personnes. Je ne nie pas cela, mais il y a une différence entre avoir une condition et être étiqueté avec une parce que vous ne rentrez pas dans le moule que la société veut. Parfois le problème n'est pas la chimie de votre cerveau. Parfois le problème est que vous êtes un penseur profond, essayant de survivre dans un monde superficiel qui punit la profondeur. Parfois, ne joue pas bien avec les autres signifie juste refuse de jouer le jeu social. Parfois, trop penser signifie juste penser réellement, mais en le pathologisant, en faisant un problème médical au lieu d'un problème systémique, ils font de vous la chose qui a besoin d'être réparée, pas la société. Vous. Étape 3. La punition économique. Vient ensuite l'impact sur la carrière. Les promotions vont aux réseauteurs, ceux qui jouent au golf avec le patron, ceux qui rient aux bonnes blagues, ceux qui jouent l'enthousiasme lors des exercices de renforcement d'équipe. Le solitaire hautement intelligent reçoit des retours comme ne correspond pas à la culture. Manque d'esprit d'équipe, ne s'engage pas, la compétence ne suffit pas, l'intelligence ne suffit pas, les résultats ne suffisent pas. Vous devez jouer la comédie. Et si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas, vous êtes ignoré encore et encore, tout en regardant des gens moins capables grimper plus haut parce qu'ils savent comment jouer le jeu. Le message est clair, conformez-vous ou restez pauvre. Étape 4. Le contrôle du récit. Ensuite, il contrôle l'histoire à votre sujet. Vous n'êtes pas quelqu'un qui pense différemment, vous êtes difficile, vous n'êtes pas profond, vous réfléchissez trop, vous n'êtes pas authentique, vous êtes asocial, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes incapable de travailler avec les autres. Il recadre chaque force comme une faiblesse. Votre clarté devient de l'arrogance. Votre besoin de solitude devient un dysfonctionnement. Votre refus de jouer la comédie devient un défaut de caractère. Et il raconte cette histoire à tout le monde, vos collègues, votre famille, même à vous, jusqu'à ce que le récit devienne la vérité que tout le monde croit. Étape 5. L'autodestruction. Enfin, et c'est la partie la plus dommageable, ils vous font faire leur travail à leur place. Après assez d'isolement, de pathologisation, de punition économique et de contrôle du récit, vous commencez à vous fliquer vous-même. Peut être que je devrais parler plus en réunion, peut être que je devrais me forcer à aller à cette fête, peut être que je devrais être plus comme eux, peut être qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi. Vous devenez votre propre gardien de prison, votre propre limiteur. La société n'a même plus besoin de pousser. Vous vous retenez vous-même, et c'est comme ça qu'il gagne. Voici la question qui brûle dans votre esprit en ce moment. Ou du moins elle le devrait. Et s'ils avaient tort? Et si? Et restez avec moi ici. Et si le problème n'était pas vous? Et si une société qui valorise la performance plus que l'authenticité était le vrai problème? Et si un monde qui punit la profondeur et récompense la superficialité était fondamentalement cassé? Et si le solitaire hautement intelligent n'était pas un bug dans le système, mais quelqu'un qui est devenu trop grand pour un système trop petit, trop superficiel, trop contrôlé? Socrate n'a pas bu la ciguë parce qu'il avait tort. Il a accepté l'exécution parce qu'Athènes ne pouvait pas supporter d'avoir tort. Kierkegaard n'est pas mort moqué, et seul parce que ses idées étaient mauvaises. Il est mort ainsi parce que ses idées étaient si bonnes, si vraies qu'elles menaçaient chaque mensonge confortable que tous les autres vivaient. Et vous, vous ne luttez pas parce que quelque chose ne va pas chez vous.
Vous luttez parce que vous voyez clair dans un monde qui préfère, qui exige, une cécité confortable. Mais soyons brutalement honnêtes à propos de quelque chose. Cette conscience, cette clarté, ce refus de jouer le jeu, cela coûte tout. Cela coûte des relations, cela coûte des opportunités, cela coûte des conversations faciles et des amitiés confortables. Cela vous coûte le luxe de l'ignorance, le confort de l'intégration, la sécurité de l'appartenance, parce qu'une fois que vous voyez comment le jeu est joué, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Une fois que vous comprenez la performance, vous ne pouvez plus la jouer de manière convaincante. Une fois que vous reconnaissez les mensonges, vous ne pouvez plus prétendre les croire. Socrate connaissait ce coup. Il l'a accepté quand même. Kierkegaard connaissait ce coup. Il l'a accepté quand même. Et chaque solitaire hautement intelligent à travers l'histoire qui a refusé de compromettre sa vérité, il le savait aussi. La question n'est pas de savoir s'il y a un coup. La question est, quel est le coût de l'alternative? Qu'est-ce que ça coûte de faire semblant, de jouer un rôle, de suffoquer lentement sous le poids d'un masque que vous portez si longtemps que vous oubliez votre propre visage? Qu'est-ce que ça coûte de faire taire les questions qui brûlent dans votre esprit parce qu'elles mettent les autres mal à l'aise? Qu'est-ce que ça coûte de vous réduire à quelque chose de digeste alors que vous étiez destiné à être quelque chose de vrai? Qu'est-ce que ça coûte d'échanger votre unique vie, votre seule chance d'existence, contre l'approbation de gens jouant des personnages? Socrate a décidé que ce coût était plus élevé que d'accepter l'exécution. Pensez-y. Pensez-y vraiment. Un homme a décidé que vivre de manière inauthentique était pire que de faire face à la mort. Voici quelque chose que vous devez comprendre. La solitude du solitaire hautement intelligent est différente de la solitude normale. Il ne s'agit pas de manquer de gens, il s'agit de manquer de connexion. Vous pouvez être dans une pièce pleine de gens et vous sentir totalement seul. Vous pouvez avoir 100 abonnés sur les réseaux sociaux et pas une seule personne qui vous connaît réellement, parce que la vraie connexion exige de l'authenticité. Et l'authenticité exige quelqu'un prêt à vous voir réellement. Pas la version jouée, pas la version digeste, pas la version qui les rend confortables. Dans la foule, personne n'est vraiment présent. Tout le monde se cache, tout le monde est seul ensemble, isolé par ses masques, même entouré par d'autres. Le solitaire hautement intelligent ressent cela plus intensément, parce qu'il a arrêté de jouer la comédie. Il se tient là, sans masque, se demandant pourquoi personne d'autre n'enlève le sien aussi. Et la réponse est la peur. Les gens gardent leur masque parce que les enlever est terrifiant, parce qu'être vraiment vu est vulnérable, parce que l'authenticité exige un courage que la plupart des gens n'ont pas ou ne risqueront pas. Alors ils restent dans la foule, en sécurité, confortables, seuls. Et ils en veulent à la personne qui a le courage qui leur manque. Quand le monde vous traite de fou, voici un modèle que vous remarquerez à travers l'histoire. Les gens qui changent le monde sont d'abord appelés fous. Socrate, fou. Kierkegaard, fou. Chaque scientifique qui a défié l'ordre établi, fou. Chaque artiste qui voyait le monde différemment, fou. Chaque penseur qui refusait d'accepter les mensonges confortables, fou. Fou est ce que la foule appelle quiconque menace ses illusions. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une arme. Alors que se passe-t-il quand vous réalisez tout cela? Quand vous voyez le jeu clairement, quand vous comprenez que vous n'êtes pas cassé, mais que le système l'est, vous faites face à un choix. Le même choix auquel Socrate a fait face, le même choix auquel Kierkegaard a fait face, le même choix auquel chaque solitaire hautement intelligent fait face chaque jour. Chemin 1. Le compromis. Vous pouvez remettre le masque, apprendre à jouer la comédie, rire aux blagues qui ne sont pas drôles, être d'accord avec des opinions que vous ne partagez pas, assister à des fêtes que vous n'appréciez pas, jouer à la politique que vous percez à jour, limer lentement tous vos bords, jusqu'à ce que vous rentriez dans la forme qu'ils veulent. Ce chemin est plus facile. Il l'est vraiment. Vous aurez plus d'amis, ou au moins plus de connaissances amicales. Vous aurez de meilleures opportunités de carrière. Vous ferez face à moins de rejets. Vous vous sentirez moins seul dans des pièces pleines de gens. Votre vie sera plus douce, plus confortable, plus sûre. Mais voici ce que vous perdrez. Vous-même, morceau par morceau, jour après jour, compromis après compromis, jusqu'au jour où vous regarderez dans le miroir et ne reconnaîtrez pas qui vous regarde, jusqu'à ce que le masque devienne votre visage et que vous ne puissiez plus vous souvenir de ce à quoi vous ressembliez sans lui, jusqu'à ce que vous soyez si loin de qui vous étiez que vous ne puissiez plus retrouver votre chemin, et vous passerez le reste de votre vie avec cette douleur silencieuse, ce sentiment que quelque chose manque, que vous avez trahi quelque chose d'important, que vous avez échangé quelque chose d'irremplaçable pour quelque chose sans valeur. Chemin 2. La vérité.
où vous pouvez choisir ce que Socrate a choisi, ce que Kierkegaard a choisi, la moquerie et l'isolement plutôt que de faire semblant. Pourquoi? Parce que jouer une foi qu'il ne ressentait pas aurait été une trahison de tout ce en quoi il croyait. Votre vérité vaut la peine d'être défendue, même quand c'est dur, même quand vous êtes seul, même quand tout le monde vous dit que vous avez tort, parce que renoncer à votre vérité signifie renoncer à vous-même. Et vous-même est tout ce que vous avez vraiment. Être un solitaire hautement intelligent dans ce monde est l'une des choses les plus difficiles que vous puissiez être. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous vous battez contre des milliers d'années d'évolution sociale qui disent « conforme-toi » ou « meurs ». Vous vous battez contre une chimie cérébrale qui a soif d'appartenance. Vous vous battez contre des systèmes économiques conçus pour récompenser la performance. Vous vous battez contre des récits culturels qui étiquettent la différence comme un dysfonctionnement. Vous vous battez contre votre propre doute qui chuchote « peut-être qu'ils ont raison et que j'ai tort ». C'est pourquoi Socrate compte, pourquoi Kierkegaard compte, pas parce qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi. Tous deux ont fait face à des conséquences sévères de leur société, mais parce qu'ils ont mené le même combat que vous menez. Ils ont senti le même poids que vous portez. Ils ont fait face aux mêmes doutes que vous affrontez. Et ils ont choisi la vérité quand même. Pas parce que c'était facile, mais parce que l'alternative, se trahir soi-même, était impensable. Ils prouvent que c'est possible, douloureux, coûteux, brutal, mais possible. De rester vrai quand tout vous pousse au compromis, de penser clairement quand tout le monde exige une cécité confortable, de se tenir seul quand toute votre biologie hurle pour l'appartenance. C'est ça le courage, pas le genre hollywoodien, le vrai genre, le genre qui coûte tout et ne vous rapporte rien, sauf la capacité de vous regarder dans le miroir. Voici la vérité que Socrate a comprise quand il a bu la ciguë, la vérité que Kierkegaard a saisie quand il a choisi l'authenticité plutôt que l'acceptation. Vous allez mourir de toute façon. Ce n'est pas morbide, c'est juste la réalité. Nous faisons tous face à notre mortalité tôt ou tard. Vous allez mourir de toute façon. Tous ceux que vous connaissez aussi. Tous ceux qui vous jugent, vous rejettent, se moquent de vous, essaient de vous faire conformer. Ils font tous face à la même fin. La foule qui exige votre conformité, elle disparaîtra aussi. Le système qui punit votre authenticité, il vous survivra, mais il ne se souviendra pas de vous. Les mensonges confortables que tout le monde se raconte n'auront pas d'importance à la fin. La performance que tout le monde maintient s'arrête finalement pour tout le monde. Alors si vous allez mourir de toute façon, si rien de tout cela n'a finalement d'importance au sens cosmique, alors quel est l'intérêt de vivre comme autre chose que vous-même? Pourquoi passer votre brève existence à jouer pour des gens qui ne vous voient pas vraiment? Pourquoi gaspiller votre temps limité à cacher la seule chose qui vous rend unique? Pourquoi mourir comme un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre, au lieu d'être l'auteur de la vôtre? C'est ce que faire face à la mortalité vous enseigne. L'authenticité est tout ce que nous avons. Enlevez la performance, le statut, l'approbation, le confort, l'appartenance, et tout ce qu'il vous reste. C'est la vérité de qui vous êtes. C'est tout ce que chacun de nous a vraiment. Alors n'abandonnez pas, ne faites pas de compromis, ne les laissez pas vous faire douter de vous-même. Restez vrai, continuez à penser, continuez à questionner, continuez à être authentiquement, sans excuse, vous. Le monde a besoin de gens comme vous plus qu'il ne le sait. Et quelque part, être en lisant ceci en ce moment, quelqu'un a besoin de voir qu'il est possible de survivre sans se vendre. Soyez cette preuve. Comme Socrate, comme Kierkegaard, comme chaque solitaire hautement intelligent, à travers l'histoire qui a choisi la vérité plutôt que le confort, choisissez-vous vous-même.